Chantal Benoît-Barney, vous êtes spécialiste en rhétorique. Plongeons dans la campagne présidentielle américaine. On a présenté, des analystes ont remarqué chez Hillary Clinton un ton très conciliant. C'est une médiatrice. Elle prend différents points de vue, fait des compromis. Ce qui semble a priori très différent avec Trump, qui lui, au contraire, veut montrer de l'autorité. C'est un peu le côté « papa a raison » que les gens semblent vouloir suivre. D'abord, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Et puis, qu'est-ce que ça induit comme message dans la population? C'est vrai qu'Hillary Clinton, elle a un peu cet ethos, et je vais vous expliquer ce que j'entends par ethos tout de suite après, oui. Cet ethos de porte-parole de la nation. Hein. Elle parle toujours au nous. Oui. C'est assez fascinant. Alors qu'elle pourrait très bien utiliser le jeu, elle l'utilise, hein, je ne dis pas qu'elle ne l'utilise pas, mais elle va dire « nous ne construirons pas un mur hein, », alors que, bien sûr, Trump, lui, affirme avec conviction que je vais en construire un. Ça rappellera pendant la Convention républicaine, il avait dit « I alone can fix it ». I alone can fix it. Exactement. Moi seul peux le faire. Donc, évidemment, c'est un État, c'est cette autorité rhétorique que l'on développe et travaille par ses allocutions publiques. Okay? Et ça veut dire que ce n'est pas un acquis. Ce n'est pas quelque chose sur lequel on peut s'asseoir, hein, on l'a puis c'est fini. C'est quelque chose qui se travaille et qui s'accumule, et donc on s'attend à une forme de cohérence à travers les interventions, à travers les allocutions. Alors c'est certain que l'autorité rhétorique, l'éthos d'Hillary Clinton est très, très différent de celui de Donald Trump. Donald Trump, c'est vraiment l'orateur enflammé, passionné, qui abuse, si vous me permettez, hein, de l'hyperbole. Hein, c'est vraiment tremendous, tremendous all the time. Donc, c'est toujours immense, absolument formidable et terrible. C'est pas un mur qu'il va construire, c'est un grand, un beau, un impénétrable mur. Hein, donc, c'est l'hyperbole, dont d'ailleurs il a déjà parlé dans son livre The Art of the Deal. Je ne sais pas si ça a été traduit, mais il en a parlé comme étant d'ailleurs ce qui faisait que sa carrière fonctionnait, entre autres comme étant ce qui faisait que sa carrière fonctionnait aussi bien. Donc, il est conscient de sa stratégie, il l'a dévoilé. Mais il en parle comme étant une hyperbole véridique. Véridique. Donc, une exagération vraie. Une exagération vraie. C'est quand même intéressant parce que, par définition, l'hyperbole, exactement, si on prend ça d'un point de vue totalement logique, ne peut pas être véridique. Elle l'est justement dans l'amplification, dans le plus gros que nature. Et donc, on voit déjà tout de suite comment la frontière entre ce qui est vrai de ce qui ne l'est pas est complètement floue dans son discours. Donc, on a déjà là un indice de son côté mensonger. Oui, déjà, absolument. C'est tout à fait vendeur. Il exagère, donc ment ou trafique un peu la réalité sciemment. C'est une exagération et il ne s'en cache pas. Il en fait d'ailleurs un des fondements de ses tactiques rhétoriques, de son style rhétorique. Donc, l'hyperbole. Et ensuite, la première personne, hein, le je, et la troisième personne, parce qu'il parle de lui à la troisième personne. Donald Trump fera. Hein, ce que ne fait pas Mme Clinton, par exemple, avec son registre de la conciliation, du together et ensemble, qui la met vraiment dans un nous. Oui. Donc, on a deux autorités rhétoriques très, très contrastées, différentes, certainement. Ici, on transfère ça, enfin, on applique ça dans le cadre politique et de ce à quoi les gens s'attendent. Oui. On pourrait imaginer qu'Hillary Clinton, son style est très démocratique. Hein, l'idée de faire des compromis, d'être conciliant, alors que Donald Trump, lui, c'est le côté plus autoritaire, donc moins démocratique. Et pourtant, Donald Trump est populaire, ça plaît. Donc, ça donne l'idée peut-être que les gens veulent un sens de direction. Ils ne veulent pas quelqu'un qui va être un arbitre par la suite, rendu au pouvoir, et qui va devoir faire des compromis entre des gens et donc qui va prendre des décisions un peu imprévisibles. Donc, paradoxalement, Hillary Clinton serait peut-être plus imprévisible que Donald Trump. Je vois tout à fait ce que vous voulez dire. Et il faut aussi comprendre que ces ethos, donc ces autorités rhétoriques qu'on projette, elles sont inscrites aussi dans un discours qui a un ensemble de propositions et de facettes. Et donc, l'autorité de Trump, cette autorité de vainqueur viril, si on peut dire ça comme ça, de gagnant, c'est ce qu'il tente de dégager, absolument, il gagne, il s'est
sait comment gagner. Il a un tempérament de gagnant. Il nous l'a dit de différentes manières. Il le répète. Et tout ça s'inscrit aussi dans une vision de l'Amérique, une vision sombre. Il est en fait ce combattant, une métaphore guerrière, puis on pourra revenir là-dessus si vous voulez. Donc, ce combattant prêt à se battre et qui montre l'intensité de ses émotions et de ses convictions, par un niveau de langage très, très fort. Donc, convaincu, animé, et qui va donc, si il pouvait seulement se battre pour nous. Ce passage, il est tout à fait attendu, je pense, par l'équipe Trump. Ce qu'on veut, c'est quelqu'un comme ça qui se batte pour nous et non pas strictement pour ses intérêts personnels. Alors, et c'est ce qu'il fait valoir de différentes manières. Évidemment, Hillary Clinton, en porte-parole de la nation, n'a pas cette possibilité-là. Elle montre ce qu'elle est capable de faire depuis très, très longtemps. Elle a des acquis, elle a une expérience incroyable. Elle peut nous montrer qu'elle a toujours travaillé pour le bien de la communauté, pour le bien de la nation. Mais c'est vrai que finalement, cette cohérence-là fait que dans ce combat, elle participe, tel qu'il est conçu par Trump et proposé par Trump, elle est beaucoup plus le problème que la solution. C'est ce que nous dit Trump, puisqu'elle a participé depuis 30 ans, à créer ces problèmes qu'il est en train de décrier et de déplorer. C'est difficile de passer sous silence le genre, le sexe. Hillary Clinton, c'est la première candidate d'un parti majeur aux États-Unis. Et les qualités qu'on vient d'accorder à l'un et à l'autre, le côté plus militaire, presque chevalier de l'un, et conciliant, mère de la nation de l'autre, renvoie à des stéréotypes très classiques de l'homme et de la femme. Est-ce que ça peut jouer pour l'appréciation qu'on peut avoir d'un candidat ou, au contraire, le rejet des candidats? Absolument. Absolument, parce que à quoi doit ressembler une femme dans les hautes fonctions? À quoi doit-elle ressembler, non pas physiquement, évidemment, ça, c'est pas du tout ce dont il est question. Des fois de jouer absolument. Mais à quoi doit ressembler son style rhétorique? Et pour ça, on a des cas de figure. Évidemment, ce n'est pas la première femme, mais on en a très, très peu. Et donc, nos attentes, notre culture rhétorique, la culture rhétorique américaine, qui est beaucoup plus développée que la nôtre au Canada, ils ont ces occasions, en fait, de s'adresser à la population, à l'auditoire national, constamment, alors qu'ici, c'est beaucoup moins le cas. Sur une tribune, sans interruption. Absolument. Donc, il y a un apprentissage aussi dans les écoles, dans les universités, d'analyse et de développement même de compétences rhétoriques, ce qu'on n'a pas ou très peu ici. Donc, c'est certain que à quoi ressemble cette autorité quand elle s'exprime par une rhétorique présidentielle, cette question-là est complètement ouverte, d'accord? Et donc, il n'y a pas ces espèces de registres sur lesquels elle peut se reposer et qu'elle peut simplement adopter. En plus, je vous disais, cette métaphore guerrière, elle est quand même intéressante. Elle est omniprésente en politique, ici, tout comme aux États-Unis, tout comme en France et dans d'autres pays. La fonction militaire est quand même pas plus importante? Peut-être un petit peu plus... Plus présente dans la société, non? Je ne sais pas si la métaphore militaire est plus présente dans la politique américaine qu'elle ne l'est ici, parce qu'elle est déjà très, très forte ici. Il faudrait faire le travail, il faudrait regarder, ce que je n'ai pas fait. Mais on pourrait le faire, ça serait intéressant. Et donc, cette métaphore guerrière-là, si on veut, elle est éminemment masculine ou empreinte de masculinité et de virilité. Et ça, on ne s'en sort pas. Et donc, dès lors que c'est le prisme, et des fois c'est le seul prisme qu'utilise la population pour réfléchir la politique. Et je décris ça, en fait, je l'ai déjà fait de différentes manières, mais je pense qu'évidemment, on doit élargir notre façon de réfléchir la politique parce que, entre autres, ces cadrages-là, ces métaphores-là nous limitent dans la façon dont on peut apprécier les styles oratoires qui s'éloignent un peu de cette image du combattant sûr de lui, avec, un courage tout viril de dire ce qu'il pense quand il veut et de se battre pour les siens et pour la nation. Définitivement, les États-Unis, cette année, sont un laboratoire. Les cadres sont brisés. Merci d'étudier avec nous. Merci. Merci.